Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus ce soir. Et un grand merci à Anthony Lacoudre d'avoir bien voulu nous parler des toponymes français en Amérique. Alors, Anthony Lacoudre, je dirais, a vraiment sa place dans ces locaux, puisque d'abord, il a fait une première, c'est sa deuxième conférence. Il en a fait une il y a 5 ans sur les noms français aux États-Unis. Dans la langue anglaise, voilà, les mots français dans la langue anglaise. Il a fait un livre sur la question qu'il a oublié de nous amener, mais enfin bon, ça fait rien. Vous pouvez le trouver vous pouvez certainement le trouver sur Amazon. C'est un livre très très intéressant. Il se trouve qu'Anthony Lacoudre écrit dans une revue aux États-Unis qui s'appelle, vous n'allez pas me croire, France-Amérique. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, parce qu'il m'a envoyé une liste d'articles qu'il avait écrits. Et puis dans ces articles, je trouvais que c'était très intéressant, mais il manquait une sorte de fil rouge, donc on en a parlé. Et le fil rouge, c'est la conférence de ce soir, finalement, sur les toponymes français en Amérique. Maintenant, pour être un peu plus personnel, Anthony Lacoudre est donc français, travaille et vit essentiellement aux États-Unis, travaille aussi un peu en France, je crois, un peu. Et là aussi, il est très France-Amérique, puisqu'il conseille des sociétés françaises pour s'installer aux États-Unis et des sociétés américaines pour s'installer en France. Enfin, je résume, mais c'est un peu ça. Et au point de vue familial, avec son épouse, ils ont des ascendances dans l'ordre de Cincinnati, pour ceux qui connaissent. Donc, ce sont des dignitaires américains, je dirais. Voilà, j'en dis pas plus. Anthony, je vous laisse la parole. Alors, j'ai demandé à Anthony de ne pas dépasser 20 heures, parce que comme il a énormément de photos, énormément de slides, on était capable de passer 3 heures sur le sujet. Voilà. À vous, Anthony. Merci, Yvon. Alors, est-ce que c'est bon si je parle fort comme ça, ou est-ce que vous préférez que je prenne le micro? Le micro, c'est mieux. Ok. Alors effectivement, j'étais venu il y a 5 ans pour parler des mots français en anglais. Donc c'est pas de la toponymie, mais on n'est pas loin c'est un sujet assez proche. Et alors, en parlant des mots, des sens des mots, etc., il faut juste mentionner que Lacoudre, c'est normand, et en vieux français, ça veut dire la noisette. Donc mon nom, c'est Anthony la noisette. Et en anglais, qu'on traduit par Anthony the Nut, ce qui est assez comique, puisqu'en en anglais, ça veut dire Anthony l'imbécile. Donc bon. Alors, on va parler des toponymes français en Amérique, pas au Canada, en Amérique, aux États-Unis. Donc un toponyme, comme on disait tout à l'heure, mais avant que tout le monde arrive, c'est quoi? Un toponyme français en Amérique, qu'est-ce que c'est? Ça va être soit c'est des noms de lieux, hein, donc désignation d'un État, d'un comté, d'une ville, d'un village, d'une rivière, d'une montagne, etc., d'un lac. Ça, c'est le toponyme. Et il est français quand il sera composé de mots français. Là, on voit Prairie du Chien, par exemple, qui est une ville, un comté dans le Wisconsin. Ou alors un nom de famille français, là, ou un prénom, Napoléon, Versailles, voilà, Napoléon, très bien. Et puis, ou alors des noms de villes français, là on a Versailles. Voilà. Donc voilà en quoi ces toponymes sont particulièrement français. Alors évidemment, on va voir qu'il y en a plein. Je pense que vous allez en découvrir quand même beaucoup. Donc là, il y a une première série. Donc vous voyez Notre-Dame-du-Lac, l'université Notre-Dame-du-Lac, Bâton Rouge. Donc Versailles, Havre de Grâce, dans le Maryland, qu'on traverse quand on voyage en voiture de New York à Washington, typiquement. La Louisiane, bien sûr, Grand Téton, etc. Là, une autre série. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est soit des noms de famille françaises, soit des noms de rois français, Louisville, voilà, ou alors la Butte des Morts, le Lake Butte des Morts, ou Pomme de Terre River et Pomme de Terre State Park. Donc c'est vraiment amusant. Donc il y a quand même beaucoup de toponymes qui sont, que je pense que vous ne connaissiez pas avant de venir ce soir. Et l'intérêt de la conférence de ce soir, c'est bien de constater qu'il y a ces toponymes, mais on va essayer de s'interroger oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris? Pourquoi est-ce qu'on a ces noms français qui parsèment les États-Unis? Parce qu'effectivement, quand on voit la carte, vraiment, honnêtement, j'ai pas du tout cherché à faire un exercice exhaustif. Mais rapidement, sur l'Internet, on trouve plus de 550 toponymes, où une répartition
là, qui est donnée. Donc évidemment, avec quand même une concentration assez forte sur la partie, en gros, qui correspondait à la Louisiane en réalité, hein, donc la partie centrale, on va dire. Et donc, bien entendu, ces toponymes sont le vestige, évidemment, de l'histoire, l'incroyable histoire de France en Amérique, qu'on va parcourir ensemble rapidement, en fait, ce soir. Alors quand même, imaginez un petit peu l'opposé, enfin la situation miroir, où on aurait voilà, le lac entre la France et la Suisse qui s'appellerait Lake Speaking Lake, comme on a vu tout à l'heure, le lac qui parle Lake, dans le Minnesota, c'est assez rigolo. Et puis les Alpes s'appelant Ice Peak, par exemple, et la Corse Big Island. Voilà, en fait, c'est exactement ce dont on parle. Aux États-Unis, c'est ça, mais à l'envers. Hein. Donc c'est assez, là, ça permet un peu de réaliser, ouais, tiens, c'est rigolo quand même. Alors, donc on va parcourir rapidement cette aventure française en Amérique qui commence en 1524 et qui se finit avec la cession de la Louisiane en 1803. Alors, ça commence en 1524 avec le voyage de Verrazzano. Alors, Verrazzano n'était pas français, il était italien, mais il voyageait sous pavillon français. Et donc, c'est le premier, véritablement, c'est le premier contact entre les Européens et la côte est des États-Unis. Donc, alors là, si vous allez au consulat à New York, sur la 5e avenue, il y a des plaques qui racontent tout ça. Donc là, j'ai pris cette petite photo au consulat. Voilà, donc alors les différentes illustrations. Donc en fait, sur chaque diapositive que je vais vous montrer, il y a à chaque fois plein de photos, mais bon, évidemment, on ne va pas pouvoir s'attarder sur chacune d'elles. On va devoir avancer, mais donc voilà, c'était quand même exceptionnel. Il faut imaginer, donc sous François Ier, on commence une espèce de reconnaissance expedition vers l'Amérique, qui va 10 ans plus tard engendrer l'arrivée des premiers colons français, alors dans l'actuel Canada, hein, puisque à partir de 1534, on a donc Jacques Cartier qui débarque, et puis ensuite suivi par, donc là vous avez tout un tas d'illustrations qui montrent tout ça, et puis suivi par Samuel de Champlain qui va fonder Québec, d'accord. Alors c'est aussi ces implantations sont vraiment aussi les premiers contacts entre les Européens, bon en l'occurrence des Français, et les Indiens de cette côte est, hein, bien sûr. Avec les premières cartographies, alors on l'a vu sur la diapositive précédente, très sommaire, mais bon, évidemment, au fur et à mesure de la présence française dans cette région, on va avoir une cartographie qui va devenir de plus en plus précise, bien sûr. Alors, une fois que les colons français s'installent, disons, dans l'actuel Québec, ils vont assez vite, puisque Québec est fondé en 1608, comme on vient de voir, et dès l'année suivante, on va avoir des expéditions vers ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Donc là, on rentre aux États-Unis actuels. Avec, vous voyez, Champlain, et puis Brûlé, voilà, vous avez tous les principaux. Il y en avait d'autres, hein, d'ailleurs, hein, mais... voilà, donc là on nous dit Étienne Brûlé, le premier Européen à découvrir l'ensemble des Grands Lacs, à l'exception probablement en fait du lac Michigan. On a Jean Nicolet aussi en action, etc. Donc voilà, vous connaissez sans doute les noms de tous ces aventuriers incroyables. Il faut imaginer ce qu'ils faisaient. Enfin, quand on regarde dans le détail, c'est quand même bon, ils risquaient leur vie, c'est évident, mais les conditions naturelles, notamment en hiver. Enfin, le récit de voyage c'est vraiment des récits exceptionnels. Et puis, voilà, ça va être quand même un grand succès hein, pendant, on va le voir, 150 ans. Et donc, voilà, cette exploration de cette zone nord des États-Unis actuels, la région des Grands Lacs, par des Français, des Jésuites, des Normands principalement, d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, vous voyez, donc là, on est dans la région des Grands Lacs. Alors, effectivement, comme ça a été mentionné par Yvon, l'origine de la présentation de ce soir, c'est une série de 12 articles que j'ai eu l'occasion d'écrire dans le magazine France-Amérique, un par mois, donc ça a duré 1 an, et chaque article étant consacré à un toponyme en particulier. Et donc voilà, un des 12 était l'île Royale, donc c'est quand même un parc national, hein. Vous avez 63 parcs nationaux aux États-Unis. On a vu d'ailleurs en introduction le parc qui s'appelle Grand Teton, là on a île Royale, donc on en a déjà 2 qui sont français, enfin qui ont des noms français. Alors, île Royale, voilà, donc l'article explique, on ne va pas le lire ensemble bien sûr, mais l'article explique dans quelles conditions il a été découvert par
par ces explorateurs français dont on vient de parler, et les noms donnés concomitamment à leur découverte, à leur exploration, restent jusqu'à aujourd'hui, puisque ça s'appelle toujours l'île Royale. Donc voilà, un premier exemple, si vous voulez, de toponyme français directement lié aux explorations françaises. Alors on continue, voilà, toujours donc sur l'exploration de la région des Grands Lacs. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on a vraiment les premiers toponymes. Vous voyez, parce que quand vous regardez la carte précisément, donc ça c'est celle de. Alors c'est rigolo, celle de Champlain, elle va vous parler du Grand Lac, du lac de la Mer Douce, du lac Saint-Louis, etc. Là, j'ai même pas réussi à lire d'ailleurs le nom de l'autre. Mais bon, vous voyez, donc 1632, 1641, on commence à parler du lac des Hurons, etc. Et puis là, sur cette carte de 1703, qui quand même, voilà, enfin on a tous les noms actuels en fait déjà, voilà. Donc là, on a les toponymes français directement. On a le Détroit, bon, évidemment la ville de Detroit. On a le lac Erie, le lac Huron, le lac des Illinois, le lac Michiganais, le lac Ontario, le lac Supérieur, et Niagara, le saut, donc le saut d'eau, hein, la chute d'eau. Donc si vous regardez bien, hein, c'est ce qui est écrit là. Donc, alors, les chutes du Niagara, c'est là, hein. C'est ici. Alors, voilà les premiers toponymes vraiment, qui vont, donc ce qui est extraordinaire, donc qui vont rester jusqu'à aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors, on constate une chose d'ailleurs, c'est que voilà, il y a des lacs supérieurs ou le Détroit, c'est du français. Mais le reste, en fait, qu'est-ce que c'est ? Le reste, Niagara, Michiganais, etc., en fait, c'est de la francisation de vocabulaire indien. Et donc, en fait, une des caractéristiques de ces explorateurs français, c'est qu'ils n'étaient pas venus là pour massacrer les Indiens, ils étaient venus là, même pas trop pour coloniser vraiment, ils étaient venus là pour faire du commerce. Hein. C'est très mercantile en réalité comme motivation. Et donc, ils avaient besoin de partenaires, et leurs partenaires, c'était les Indiens. Et donc, ils sont vite accoquinés avec les Indiens. Pareil, dans les récits de ces explorateurs montrent à quel point ils vivaient en réalité, certains se marient d'ailleurs avec des Indiennes, enfin, etc. Et donc, ils arrivent à communiquer. Et les Français donc, récupèrent énormément de vocabulaire indien à ce moment-là. Bon, c'est aussi un peu des expéditions scientifiques quand même. Et donc, voilà, il y a, à motif religieux, de conversion. Et donc, voilà, il y a vraiment des échanges intenses, hein, réels avec les tribus indiennes. Et du coup, c'est bien les Français qui vont donner les noms aux tribus, qui vont reprendre le vocabulaire indien pour nommer tel lac, telle forêt, telle rivière, enfin tel fleuve. Voilà. Et donc, évidemment, Michiganais, ce n'est pas du français à proprement parler, c'est un nom indien. Et donc, ce qui est marrant, c'est voilà, donc quand vous allez aujourd'hui dans le state of Michigan, voilà, c'est la francisation du vocabulaire indien, si vous voulez. D'accord. Alors, j'ai une carte à la maison qui date de 1718, de tous les États-Unis, pas seulement de cette région. Donc vous voyez tout. Il y a les Alibami, il y a le Missouri. Enfin voilà. Donc voilà, tout ce vocabulaire et tous ces noms d'États ou de rivières, de fleuves qui existent aujourd'hui, on les doit à nos explorateurs français. Alors les chutes du Niagara, j'aime bien parce que d'abord, ceux qui connaissent, c'est quand même un site naturel vraiment unique, enfin exceptionnel. Et donc, les premiers Européens à découvrir les chutes du Niagara, c'est des Français. C'est plus précisément lui, le père Louis Hennepin. Et donc, voilà, alors c'est rigolo de voir un petit peu. Alors au départ, les Indiens disent oui, il y a une chute quelque part, mais ils ne savent pas trop où c'est. Enfin, ils suivent les indications des locaux. Et puis, qui leur décrit, alors dans des termes absolument incroyables, cette mer qui se déverse dans cette autre mer, enfin bref. Et puis, voilà, donc après, la dénomination se précise. Et donc voilà, dans le récit de Louis Hennepin, eh bien, on a la belle rivière de Niagara, comme c'est écrit ici, le grand saut de Niagara. Donc voilà, on peut dire pareil que Niagara, alors qu'il vient en fait de l'indien Ungihara, comme on voit ici. Et voilà, Niagara, c'est la version française, on va dire, hein, du nom indien, hein, d'accord ? Voilà, donc il faut imaginer la scène qui est peinte ici, là, mais bon, effectivement, pour le petit corps expéditionnaire qui arrive devant les chutes du Niagara, ça devait être quand même impressionnant, parce que même pour nous aujourd'hui, qui l'avons vu en vidéo et en photo et qui le voyons pour la première fois, on est quand même assez ébloui, si vous voulez. Hein, voilà. Donc là, c'est pour voilà, illustrer un peu les exploits de nos explorateurs et donc qui entraînent cette toponymie qui reste jusqu'à aujourd'hui. C'est assez marrant.
avoir exploré donc, voilà, à partir du Québec la région des Grands Lacs, eh bien, très vite, on va avoir la descente du Mississippi, qui va commencer, comme vous pouvez voir, là, à partir de 1673, en gros. Et donc là, vous avez une première expédition qui va partir et qui va rebrousser chemin à mi-chemin, comme vous voyez sur la carte en haut à droite. Donc ça, c'est l'expédition de Joliet et de Marquette. Mais enfin, quand même, ils ne savaient pas où ils allaient. Les Indiens leur disaient « Oui, il y a la mer Chaude au bout ». Voilà, c'est le golfe du Mexique, mais bon. Et donc, bon, alors, là, ils partent, je sais pas, je me souviens plus exactement, disons 6 mois, ils reviennent. Bon, on n'a toujours pas vu la mer Chaude. Bon, mais voilà, alors donc c'est quand même génial, avec des images un petit peu, certainement embellies, si vous voulez, mais enfin, de ce qui se passait. Et puis voilà, finalement, en 1682, voilà, vous avez notre cavalier de la Salle, un autre Normand, qui va, lui, aller jusqu'au bout, et qui va donc pour la première fois joindre la région des Grands Lacs au golfe du Mexique, comme montré ici. Et c'est lui qui, le premier, va donner le nom de cette région, qui va l'appeler la Louisiane, en l'honneur de Louis XIV, son roi de l'époque. Et ça y est, si vous voulez, le concept de possession française en Amérique, qui englobe donc le Québec actuel, la région des Grands Lacs, et en fait tout le centre, enfin tous les États-Unis, sauf les colonies britanniques, bien sûr, de la côte Est, commence à prendre forme à partir de cette date de 1682, puisque là, vous avez le roi de France qui clairement commence à être derrière et à dire oui, c'est bien, vous faites votre commerce de peau, ça, c'est votre truc, mais moi, ça m'intéresse aussi de revendiquer la possession territoriale, si vous voulez, de ces territoires immenses. Donc voilà, là, ça commence à devenir plus sérieux à ce moment-là. Et d'ailleurs, il faudra attendre 1699 pour avoir, si vous voulez, la fondation officielle de la colonie française, comme écrit sur cette plaque qui date de 1699, par donc notre Pierre Lemoine d'Iberville, qui lui fera d'ailleurs le voyage inverse. Il traversera l'Atlantique et contournera la Floride et remontera donc le Mississippi par le golfe du Mexique. Et en fait, c'est assez rigolo, il raconte dans son récit le moment où son récit, enfin, il reconnaît ce que Cavalier de la Salle a décrit, lui, venant du Nord. Et donc là, il arrive à un moment où il fait la jonction, il dit « Ah bon, c'est bon, ça y est, là, j'ai joint les deux bouts. » C'est marrant. Donc voilà, voilà l'histoire. Donc voilà, vous avez donc Fort Maurepas, qui à ce moment-là... alors Fort, c'est un grand mot, c'est des petits établissements qui sont créés au départ en bois. Mais voilà, donc vous avez le Fort Maurepas Park, là, qui est en Alabama. Et donc, évidemment, toutes ces implantations vont donner des toponymes français qui vont rester. Alors, une fois qu'on a fait cette liaison Grand Lac, Golfe du Mexique, on ne va pas s'arrêter là, on va aller vers l'ouest aussi, figurez-vous. Ça, c'est moins connu. Et en fait, en gros, les Français sont les premiers Européens à avoir vu les Rocheuses. C'est assez rigolo. Donc voilà, vous avez encore une fois là, une description de ces voyages incroyables, complètement vers l'inconnu, et donc dont une partie est au Canada et une autre partie, enfin l'actuel Canada, et une autre partie, vous voyez, là, au Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska, etc. Et donc là encore, on va voir, ça va laisser des traces. Okay. Par exemple, la rivière Platte River, qui s'appelle donc toujours comme ça aujourd'hui et qui a obtenu son nom en 1714, sachant que en fait c'est assez rigolo parce que c'est le nom indien francisé qui est Nebraskier, ça veut dire justement rivière plate en indien, donc c'est assez marrant. Okay. Voilà, on passe parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de slides. Il ne faut pas non plus négliger le rôle des coureurs des bois. Donc là, ce n'est pas vraiment gouvernemental, c'est franchement un peu des aventuriers qui un peu non contrôlés. Et eux, ils vont, donc, que les Américains appellent les voyagers, enfin les voyageurs, ou coureurs des bois. Et donc, en fait, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment eux qui sont en contact direct avec les Indiens et c'est eux qui vont vraiment donner plein de noms. Donc, toutes les tribus qui s'appellent Pandoreille, Nez Percé, Cheyenne, Cœur d'Haleine, c'est en fait les coureurs des bois qui leur donnent ces noms-là. Enfin, qui d'ailleurs traduisaient, enfin, c'est eux qui, la plupart du temps, c'était leur vrai nom, c'était juste traduit en français. Donc, vous voyez, je mets Iroquois. Alors voilà, alors ils ont laissé leur nom à toutes ces
toutes ces tribus, et ça va donner plein de toponymes en réalité. Hein. Donc, quand vous dites Illinois, le state of Illinois, enfin Illinois aux États-Unis, en fait, c'est le nom de la tribu. Illinois, OIS, c'est du français. Hein. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et donc là, vous avez, et puis certains d'entre eux, donc ont laissé carrément leur nom à des villes comme Étienne Provost, et donc c'est Provo hein, dans l'Utah. Alors, personne ne sait en fait, hein, mais c'est bien un toponyme français si vous voulez. Donc là, sur les Indiens et leur dénomination par les Français, voilà, on a plein de choses, des comtés. Donc les comtés aux États-Unis, vous savez, vous avez la fédération, les États, et les États sont divisés en comtés, donc un peu l'équivalent de région ou de département. C'est un peu un mélange des deux aux États-Unis. Et donc voilà, vous avez des counties. Donc voilà, il y a plein de comtés qui ont des noms français. Hein. Donc voilà, le Brûlé County. Voilà, puis voilà, Cheyenne, Cœur d'Haleine, enfin, donc un lac, une ville, enfin, je vous laisse lire, mais donc vous voyez, voilà, là c'est clairement, même si c'est d'origine indienne, c'est clairement des toponymes français, si vous voulez. Hein, d'accord ? Ça c'est marrant, hein, Cœur d'Haleine, Port d'Oreille. Voilà. Alors, voilà, très bien. Donc en fait, là, ces cartes sont intéressantes, elles montrent, ces cartes sont intéressantes. Donc voilà, on a pris comme date Cavalier de la Salle, 1682. Donc ça, c'est le premier qui donc, rejoint le golfe du Mexique depuis la région des Grands Lacs. Donc voilà en bleu, si vous voulez, au pic, les possessions françaises en Amérique. Évidemment, on a en rouge les 13 colonies anglaises sur la côte est. Et voilà, donc ça donne un peu... Alors évidemment, honnêtement, quand on voit l'immensité du territoire... Bon, la France ne contrôlait pas spécifiquement, de façon militaire, on va dire, un territoire aussi immense. Mais enfin, voilà, sur le papier, c'était reconnu, hein, disons, dans l'ordre public international de l'époque, que c'était français quand même. Hein. Donc là, évidemment, on réalise que, wow, je sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est 50 fois plus grand que la France. Enfin bon. Alors, en parallèle, il y a une première tentative, c'est assez marrant, juste très rapidement, d'installation des Huguenots, dont la vie, enfin des protestants français, dont la vie n'était pas forcément géniale en France. Alors une première tentative au XVIe de s'installer en Floride, mais ça se passera pas très bien. Les Espagnols vont les repousser assez rapidement, donc on va passer vite. Mais en réalité, les Huguenots trouveront un meilleur accueil auprès des colonies britanniques. Et donc là, on a une arrivée donc en parallèle, si vous voulez, à l'existence de ces possessions françaises qu'on appelle la Nouvelle-France, dans le cœur de l'Amérique. On a sur la côte est des Français qui viennent en même temps, si vous voulez, des Huguenots qui fuient la persécution de France, qui partent tous de New Rochelle, en gros, et donc qui vont s'installer. En fait, il y a deux gros pôles, c'est marrant, c'est Charleston en Caroline du Sud, en Caroline du Sud, et New Rochelle à New York. Et donc, voilà. Alors, donc, c'est assez marrant parce que nous, on habite dans une ville qui est mitoyenne de New Rochelle, donc on connaît bien New Rochelle. Et donc, voilà, il y a un article qu'on a eu l'occasion d'écrire, dont on parlait tout à l'heure. J'ai amené des copies, d'ailleurs, si vous voulez prendre après la présentation de ces articles. Donc, vous voyez, là, on a New York City et New Rochelle, c'est là. Donc, c'est vraiment pas loin. Et donc, voilà, donc vous avez quelques centaines de Huguenots qui viennent s'installer ici. Le roi d'Angleterre oblige le lord de Pelham Manor, qui était à l'époque le lord du coin, de donner un bout de terre aux Français. Et voilà, enfin, tout est raconté, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais donc, alors, ce qui est intéressant, c'est non seulement le nom Nouvelle-Rochelle, enfin, parce que ça s'appelait d'ailleurs au début la Nouvelle-Rochelle, c'était en français. Mais on sait qu'à partir de 1700 et quelques, enfin 1730, le français n'était plus utilisé officiellement dans cette petite zone. Mais en fait, tous ces Huguenots français vont donner plein de personnages importants. Et donc vous avez notamment c'est marrant, hein, des fondateurs des États-Unis, des signataires de traités, des signataires de la déclaration, enfin de la Constitution américaine, donc ce qu'ils appellent des Founding Fathers, qui sont en fait d'origine française, qui sont les enfants ou les petits-enfants plutôt de ces Huguenots qui sont arrivés au XVIIe siècle. Voilà. Et alors, un des plus... Donc là, on a Lawrence et Jay, qui sont les deux bons exemples de ça. Alors, c'est un petit peu anglicisé, mais en fait, c'est bien des noms de famille français, en fait. Et là, vous avez, à New Rochelle, vous avez la liste des familles françaises, où vous avez tout un tas de noms très, très français qui sont là, c'est marrant. Voilà, donc vous avez plein de toponymes, en fait, aux États-Unis, qui sont liés à ces Huguenots. Hein. Donc voilà quelques exemples. C'est essentiellement des noms de famille, hein, donc Le Noir, Rivière, enfin Revers, enfin etc.
Voilà, donc là vous avez un peu les détails. Le plus connu, en réalité, il s'appelle Marion, Francis Marion. Et là, vous avez un paquet de villes, de comtés qui s'appellent Marion. Et en fait, c'est vraiment c'était un militaire son père était un huguenot qui s'était installé en Caroline du Sud à Charleston et donc comme ça a été un héros de la Révolution, il y a eu plein de son nom a été utilisé énormément et voilà, donc c'est un nom français, c'est marrant. Ok. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que les gens qui habitent dans le Kansas, dans la ville qui s'appelle Marion, ne savent pas trop pourquoi leur ville s'appelle Marion. Mais bon. Alors, la présence française, là on revient en Nouvelle-France. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas vraiment des settlements, comme on dit en anglais, c'était pas une colonisation à proprement parler, comme faisaient les Anglais. Les Anglais, ils étaient 1 500 000 dans leurs 13 colonies, et nous, je crois qu'on était 80 000 dans un territoire 10 fois plus grand. Et donc nous, c'était plus, voilà, alors on va construire des espèces de forts, de fortifications, des petits postes en fait, à intervalles réguliers, et puis avec mais garnison, c'est un grand mot, enfin des petites garnisons, on va dire. Bon, enfin là, vous avez une carte là, qui montre une 60aine de forts. Alors chaque fort, évidemment, a un nom français, et on va voir qu'évidemment, ces noms français sont restés. Donc, et parfois, d'ailleurs, des villes modernes aujourd'hui énormes ont été fondées à la base de ces forts, en fait. Donc c'est assez sympathique. D'ailleurs, il y a des ouvrages, comme vous voyez là, The Forts of New France, enfin, qui abordent le sujet. La plupart, on va voir, il n'y en a que 2 qui ont survécu, donc la plupart ont été détruits, de façon un peu idiote d'ailleurs, je pense, mais alors les Américains regrettent et ils les reconstruisent, donc c'est assez marrant. Donc là, vous avez quelques exemples de forts dans tous les États des États-Unis où les Français étaient installés, on a vu, il y en a beaucoup, qui reconstruisent, font des reconstructions, donc des reconstitutions des forts, alors plus ou moins fidèles et plus ou moins complètes, mais en tout cas, quand on voit les cartes, comme celle de gauche, là, du fort de Condé de la Mobile, on avait quand même du bel ouvrage d'architecture militaire française en Amérique. C'est assez rigolo. Là, en fait, c'est assez amusant. Il reste 2 forts seulement. 2 forts subsistent et tous les 2 sont à New York. Les voilà, le fort Niagara et le fort Carillon, que les Anglais ont ensuite rebaptisé Ticonderoga. Mais donc voilà, le vrai nom, c'est fort Carillon. Et tous les 2 sont à New York, tous les 2 sont bien sûr monuments historiques comme le château de Versailles et la tour Eiffel, si vous voulez. Et donc voilà, c'est génial à visiter. Vraiment, ça, si vous avez l'occasion, c'est des monuments super chouettes. Enfin, pour nous les Français d'aller voir, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Donc vous voyez là, j'ai mis en haut la carte, vous voyez où c'est. Là, donc là, on a le fort Niagara qui est là-haut. Et donc là, quand même, on est au bord du lac. Enfin, c'est une architecture absolument incroyable, hein, dans un site naturel incroyable. Vous avez les fleurs de lys partout, bien sûr. Et puis, voilà. Et puis, alors, ils s'amusent à reconstituer des petits événements. Enfin, c'était des forts, donc il y avait des garnisons. Il y a eu des batailles, enfin, bien sûr. Alors, pour aller vite, voilà, donc là, celui-là est construit à partir de 1678. On reconnaît quand même très clairement une architecture d'origine française, ça fait aucun doute. Et puis, c'est fort. Alors, cette coexistence, donc on voit bien, là, on a vu sur les cartes, vous avez quand même une coexistence qui forcément allait dégénérer en conflit entre l'Angleterre et la France, l'Angleterre sur la côte Est et la France... ah oui, alors tiens, je reviens 2 secondes en arrière sur la carte des forts. L'objectif de la France, il est quand même clair. Soyons nets, c'est d'empêcher les Anglais d'aller vers l'Ouest. Hein. Et donc vous avez en permanence... Là, ça va durer 150 ans, cette histoire, cette cohabitation, mais vous avez en permanence des escarmouches. Et les Français envoient leurs amis indiens massacrer des pauvres paysans anglais. Enfin, c'est pas toujours très peaceful, hein, très pacifique. Et donc ça, voilà, bon, alors ça dure. Et les Français fonctionnent bien, d'ailleurs, ça marche bien. D'ailleurs, nos enfants à l'école, ils ont leur petit cours d'histoire et ils appellent ça the French barrier, la barrière française, qui clairement empêche les Anglais de s'étendre vers l'Ouest. En plus, vous avez plus ou moins, si vous voulez, une limite naturelle qui fonctionne bien aussi. Et donc, voilà, là, on a cette situation, mais qui va forcément dégénérer. Et donc, on a en fait, en réalité... À partir du milieu du XVIIIe siècle, on va avoir ça va dégénérer en conflit franc et direct entre les Anglais et les Français.
Et ça va se traduire notamment par la perte, par exemple, du fort Niagara en 1759. Voilà, donc vous voyez, The Battle of la Belle Famille, c'est mignon. Et donc le fort va passer dans les mains britanniques, celui-ci en particulier en 1759, comme rappelé par cette gravure anglaise en haut à droite sur l'image, si vous voulez. D'accord ? Et en fait, la même chose va se passer avec le fort Carillon, qui est le plus beau, je pense. Vraiment, là, vous voyez, on a cette vue aérienne, là, donc ça fait un peu Vauban. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Et là, vous voyez d'ailleurs où c'est. C'est tout près, là, c'était une provocation. Vous voyez un peu la zone de contact dans laquelle on est, là. Hein. Donc, on est vraiment aux limites des territoires anglais. Et donc, oui, cette zone tampon, forcément, ça s'est mal fini. Enfin, ça s'est fini dans le sang. Donc, en tout cas, pareil, c'est super d'aller visiter ce fort, quand il fait beau. C'est vraiment très chouette. Vous voyez, voilà, des images sympathiques. Et puis voilà, alors là, pareil, en 1700, la même chose, 59 ou 58, je ne me souviens plus, 59, voilà, le fort va tomber de la même façon dans les mains des Anglais, si vous voulez. D'accord ? Donc en fait, ce conflit américain entre l'Angleterre et la France, qu'on appelle the French Indian War, en fait, faisait partie d'un conflit plus général, voilà, the French and Indian War, vous voyez un petit peu, mais qui est en fait la guerre de 7 ans, qui se déroulait sur le territoire européen, qui peut être considérée d'ailleurs comme la première guerre mondiale en réalité, et voilà, donc sur le territoire américain, ça s'est traduit vraiment par cette confrontation violente entre les Anglais et les Français, et en fait, au début, ça va bien se passer pour les Français, c'est assez rigolo de constater ça, avec des échecs assez cuisants de Washington. Alors, Washington, il est incroyable. Washington, il est donc un colon britannique qui, lui, est très intelligent et il comprend qu'il doit d'abord se débarrasser des Français, parce que c'est eux le danger, et ensuite il se débarrassera des Anglais avec l'aide des Français. Donc il est quand même très doué, il faut quand même le dire. Et donc ses premières missions, c'est d'aller dégommer du français. Mais ça n'a pas bien marché au début, donc c'est assez rigolo d'aller sur le site du Fort Duquesne, par exemple, ou Fort Necessity, où c'est quand même des lourdes défaites pour Washington. Mais bon, ça va se retourner progressivement. Et en fait, la première défaite sera au Canada, enfin au Québec, à Louisbourg, et puis qui sera suivie par la perte de Québec et de Montréal. Et puis, comme on a vu, donc évidemment, des deux forts dont on vient de parler, enfin, etc. Et donc, cette guerre de French and Indian Wars, en fait, c'était la guerre de 7 ans. C'était la version américaine de la guerre de 7 ans, vous avez la carte avec les nations impliquées. Et en fait, la France va finir par céder ses territoires américains à l'Angleterre. Hein, donc ça va être une humiliation terrible, une défaite terrible. Vous avez le traité en haut. Alors c'est amusant de voir le roi, là c'est le roi de France, en énorme roi lettre capitale, le roi d'Espagne en plus petit, et puis on n'arrive plus à lire là. Et le roi de la Grande-Bretagne. Ouais. Sauf que c'est lui qui a gagné, mais bon. Et alors, en fait, ça, c'est le traité de 1763. Et en fait, ce qu'a fait la France intelligemment l'année d'avant, par un traité qui était d'ailleurs resté secret pendant assez longtemps, en 1762, la France a cédé à l'Espagne cette partie-là de la Louisiane. Donc, vous avez le Mississippi, là. Donc, vous aviez la partie droite, ici, orientale, et la partie occidentale. Et en fait, la France va céder la partie occidentale à l'Espagne en 1762. Et donc, du coup, quand on signe le traité avec l'Angleterre, on n'a plus que la partie orientale à leur donner. Donc, en fait, à ce moment-là, on a coupé en deux la Louisiane, et les Anglais vont récupérer la partie est, on va dire. D'accord ? Donc là, c'est très bien illustré là. Vous voyez ? Donc là, on a ce que récupèrent les Anglais, la partie droite orientale de la Louisiane, et là, ça, comme c'est écrit ici, c'est espagnol. OK ? Enfin, il n'empêche que pour les Anglais, c'est pas mal. Vous avez la carte à droite là, qui montre l'expansion absolument incroyable. À partir de 1763, les colonies anglaises vont enfin pouvoir s'étendre vers l'ouest, hein, bien sûr. D'accord. Donc là, c'est quand même une grosse défaite pour la France. La France n'est plus présente. Hein, la Louisiane a été séparée d'un côté pour l'Angleterre et l'autre pour l'Espagne. Donc il n'y a plus rien pour les Français. Hein. Sauf que très vite, on est à peine une quinzaine d'années plus tard, la France va avoir l'occasion de se venger, si vous voulez, et de revenir sur le théâtre américain, puisque donc on va, dans le cadre évidemment de la guerre d'indépendance américaine qui commence, les Français au début regardent ça de loin, et puis ensuite ils voient l'opportunité, à partir de 1778,
d'embêter les Anglais en gros. Et ça va bien marcher, donc vous connaissez tous, bien sûr, Rochambeau, Lafayette, etc. Donc c'est assez rigolo, même avant 1778, là, comme indiqué en bas à gauche, en fait, l'armée américaine, un petit peu comme les Ukrainiens aujourd'hui, sont armés par les Français, hein, en fait. Voilà. Alors tout ça, ça va donner, comme vous le savez, la défaite de l'Angleterre, et donc l'indépendance totale, alors pas au Canada, mais aux États-Unis, de la colonie, avec la signature du traité de Paris. Donc voilà, alors là vraiment, vous le savez bien, l'aide française, sans les Français, Washington n'y serait jamais parvenu. Hein, ça, c'est vraiment, tous les historiens s'accordent pour le reconnaître. C'était vraiment non seulement une aide au départ financière d'armement, mais ensuite ça a été une implication militaire avec des centaines d'officiers, des milliers de soldats, comme vous le savez, des bateaux. Enfin bon, en fait, ça a ruiné la France. Hein. Une des causes de la Révolution française, c'est clairement les dépenses folles qui ont été faites. Enfin bref, donc vous avez tout un tas de familles quand même très prestigieuses françaises qui ont participé à cela. Alors c'est amusant parce qu'effectivement, comme Yvon l'a mentionné en introduction, en regardant un petit peu les archives de l'ordre de Cincinnati, donc j'ai découvert, je ne connaissais pas avant de venir aux États-Unis, un certain Louis de la Coudre, de Normandie, donc c'est forcément de ma famille. Et en bas à droite, vous avez l'entrée de l'hôtel particulier de l'ordre de Cincinnati. C'est un endroit assez sympathique à aller visiter, c'est gratuit d'ailleurs. Et puis effectivement, comme ça a été, alors donc c'est marrant de regarder ce qu'il a fait. Moi je connaissais pas, donc du coup j'ai regardé les archives nationales à Washington et j'ai trouvé des lettres qu'il échange avec Washington où il raconte ce qu'il a fait. Vous m'oubliez pas, j'aimerais bien faire partie de l'ordre. Alors Washington il le connaissait pas, alors il écrit à un autre gars, il dit mais c'est vrai, c'est qui lui? Ah oui si c'est vrai, vas-y. Enfin c'est assez rigolo. Et puis effectivement, donc du côté de ma femme, on a, alors là tout est clairement établi, un Georges René Le Pollet qui est aussi un héros de la Révolution américaine, donc c'est assez rigolo d'avoir cette connotation là de mon épouse et de moi des deux côtés, c'est assez marrant. Alors, comme on vient de le dire, la révolution américaine a provoqué, ça c'est une certitude, la Révolution française, donc ça c'était pas forcément une très bonne idée de la part de Louis XVI, mais enfin bon, et des aristocrates français, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a eu un mouvement, dans le cadre de la Révolution française et de la Terreur, il y a eu un mouvement d'émigrés, et puis pas n'importe qui, je les ai mis en gras, là, vous voyez un peu, plein d'émigrés, vraiment c'est le mot, aux États-Unis, à partir de 1790. Et certains sont restés longtemps, hein, c'est assez rigolo. Et puis ils finiront par rentrer quand Napoléon les autorise à rentrer, en fait. Hein. Donc voilà, il y a une période d'une dizaine d'années où il y a beaucoup de grands noms de l'aristocratie française qui va s'installer en Amérique. Alors ça donne par exemple ce toponyme amusant qui est le Marie-Antoinette Overlook en Pennsylvanie, qui était en fait une espèce alors il n'y a plus rien qui existe, comme vous voyez, là je vous montre des photos un peu de paysage, mais en fait avait été construit une espèce de village par ces immigrés français, avec l'objectif d'accueillir, évidemment, avant qu'elle soit exécutée, le reste de la famille royale, en fait. Voilà, bon, donc c'est assez comique quand même de voir ça en Amérique. Alors on continue, hein, voilà. Alors il faut savoir que les Français ont donc aidé la Révolution américaine, voilà, génial. Et puis, il y a une chose que les Américains et les Français ne savent pas forcément, c'est que, paradoxalement, le premier pays avec lequel la jeune République américaine sera en guerre, ce sera la France. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Français, il y a eu un malentendu. Les Français qui se sont ruinés, comme on vient de dire, pour aider les Américains, ils attendaient une petite compensation quand même. Et en fait, les Américains, ils n'ont pas été très reconnaissants, soyons clairs, et ils continuaient à commercer avec les Anglais comme avant. Et ça a vraiment énervé les Français qui attendaient à ce que le commerce vienne chez eux, en fait. D'accord ? Les Français n'ont pas compris. Et donc, les Français ont réagi en embauchant des pirates, principalement. Donc là, j'ai mis le plus fameux d'entre eux, Jean Lafitte. Alors, c'est rigolo, hein, il y a plein de toponymes Jean Lafitte aux États-Unis. Hein, c'est un personnage connu aux États-Unis. Et donc, ils ont détruit, je crois, à peu près 2000 bateaux. Enfin bon, c'était pas génial. Et il y a eu une vraie guerre maritime, si vous voulez, entre la France et les États-Unis, à partir des bases françaises dans les Caraïbes, parce qu'on a tout perdu, sauf en gros Saint-Domingue et
et la Martinique. Et donc, voilà. Donc, il y a eu cette guerre et qui opposait donc la jeune République américaine et la jeune République révolutionnaire française pendant une dizaine d'années. Et puis, tout ça va s'arrêter avec Napoléon, qui va signer le traité de Mortefontaine le 30 septembre. Alors, pourquoi je dis 30 septembre? Parce que la date est importante. Dans ce fameux château de Mortefontaine, dont on voit une photo, qui était la résidence du frère de Napoléon Bonaparte, et qui, c'est assez comique, qui appartient à un de mes clients, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. Alors, c'est à côté, c'est dans l'Oise, tout près de, on va dire, de Paris, Charles de Gaulle, enfin, c'est dans cette zone-là. Donc, c'est au nord-ouest de Paris. Et donc, il y a eu des mariages de la famille Bonaparte dans ce château, la signature de ce traité. Donc, la France fait la paix avec les États-Unis en 1800, mais le 30 septembre. Et le lendemain, ce que fait Napoléon, c'est assez marrant, le 1er octobre, comme indiqué en haut, là, il signe avec l'Espagne la récupération de la partie occidentale de la Louisiane. Hein, vous vous souvenez, en 1762, on avait donné la Louisiane aux Espagnols. Et puis Napoléon la récupère, cette partie espagnole de la Louisiane, en 1800, un jour après avoir signé la paix avec les Américains. C'est amusant. Et alors pourquoi il le fait? Il a un plan. Hein, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien connu en France. En tout cas, en Amérique, ils le savent. Napoléon, il va envahir les États-Unis. Alors, il envoie quand même sur 34 000 hommes à Saint-Gobain, puisqu'il lui faut une base militaire, une base arrière militaire. Hein. Donc 34 000 hommes, je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, on ne peut pas déployer 34 000 hommes donc, à l'étranger. Bon. Et l'idée, c'est de débarquer à Nouvelle-Orléans, où il doit y avoir 3 soldats américains, vous voyez, bon, et d'envahir les États-Unis. C'est une proie facile. Hein. On est en 1800. L'indépendance est 1787, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'argent, ils sont complètement désorganisés. Et donc là, je mets cet extrait intéressant là, d'une lettre du président Jefferson qui dit oula, si les Français débarquent à Nouvelle-Orléans, on est foutus, quoi. Ok, mais alors ça va pas marcher. Mais ça marchera pas, en raison de différents événements, notamment en fait, la révolte des esclaves à Saint-Domingue, hein, donc, qui est c'est un événement historique très fort dans la communauté noire des Caraïbes américaine. C'est la première fois que les Noirs se rebellent avec succès en réalité, et contre Napoléon en plus. Donc, et puis des dysenteries, enfin bon voilà. Donc les 34 000, le régiment est décimé. Le vicomte Rochambeau envoie une lettre à Napoléon en 1803 en disant il me faut à nouveau 34 000 hommes. Et là, Napoléon il dit non, je ne peux pas. Et c'est dans ce contexte, si vous voulez, qu'il va organiser ce que les Anglais les Américains appellent de Louisiana Purchase. Donc on est en 1803. Et donc Napoléon dit je vais leur vendre ce que je peux pas vraiment conquérir. Et donc on va avoir pour la somme de 15 millions cette transaction. Donc les Français vont céder un territoire qu'ils ne contrôlaient pas. Alors c'est assez amusant parce que la version que les Américains vous donnent, c'est « Ah là là, les Français, c'était des idiots, on les a eus, on a fait un super deal, vous vous rendez compte, on a doublé le territoire américain pour 15 millions. » En fait, on leur a vendu du vent, hein, parce que franchement, on ne contrôlait rien. Et surtout, 15 millions, c'était une somme, alors évidemment pour nous, ça nous semble raisonnable, mais c'était une somme énorme. Ça a vraiment mis en difficulté les finances des États-Unis pendant très longtemps, et ça a financé les guerres napoléoniennes en Europe. Donc ça a été pour Napoléon, c'était vraiment un énorme... Enfin, c'était vraiment important comme transaction. Et donc voilà. Donc là, c'est la fin, clairement, de la présence française en Amérique, c'est sûr, avec alors l'image en haut à droite du drapeau américain qui remplace le drapeau français à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Et là, on est en 1803, si vous voulez. D'accord ? Et alors, cela dit, en 1803, c'est aussi l'année, alors c'est quand même assez marrant, je ne sais pas si vous saviez ça, où le plus jeune frère de Napoléon s'installe aux États-Unis. Il y avait, une fois que la Louisiane a été cédée, une fois que Napoléon a compris qu'il n'allait pas pouvoir envahir les États-Unis, on a eu une relation très amicale en réalité avec les Américains à partir de ce moment-là. Et donc voilà, alors ça devient... Puis ils sont proches. C'est la Révolution américaine, Napoléon, mine de rien, c'est plus la royauté, c'est le fruit de la Révolution, donc il y a des points communs. Et donc voilà, alors notre petit Jérôme s'installe aux États-Unis, il a 20 ans ou 18 ans, et 19 ans, et il rencontre la beauté de Baltimore, qui en plus était la plus riche.
Alors bon, ils se marient, ils ont un enfant qui s'appelle aussi Jérôme, qui lui-même aura aussi un enfant qui s'appelle Charles-Joseph. Napoléon sera furieux, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il fera revenir le jeune Jérôme au bout de 2 ans, il fera annuler son mariage, et il le nommera, je ne sais plus, prince de je ne sais plus quoi en Autriche, enfin bref. Et voilà, donc tout le truc s'écroule. Mais le jeune Jérôme, l'enfant, et ensuite le Charles-Joseph. Alors Charles-Joseph, c'est un personnage extraordinaire. Alors, donc je le mentionne comme ça à titre anecdotique, mais c'est marrant de partager ça avec vous. Il va faire une énorme carrière, il va être ministre de la Marine et il va être ministre de la Justice de Roosevelt, quand même, pas mal. Et dans ce contexte-là, c'est lui qui va créer le FBI. Alors quand je fais cette présentation à un public américain, je leur dis « The FBI is a French invention », et bon, parce que vraiment les gens détestent le FBI. Et donc, ah bah oui, c'est sûr, ça pouvait être qu'un Français qui pouvait créer ce truc-là. Oui. Et il a été pressenti pour être président d'ailleurs, pour remplacer Roosevelt. Et bon, mais c'était pas un caractère, mais il était intellectuellement très supérieur à ses camarades du Parti conservateur de l'époque. Voilà, donc c'est marrant. Et il n'y a pas eu d'enfant, donc il n'y a pas de Bonaparte qui existe toujours, si vous voulez, aux États-Unis. Mais bon, c'était marrant d'avoir cette. Et puis, quand Napoléon perd à Waterloo. Pareil, je ne sais pas si c'est bien connu, mais Napoléon a comme projet de s'installer aux États-Unis. Tout est préparé, il y a 2 frégates qui sont mises à disposition, et avec tous les objets, alors c'est pareil, c'est ces objets personnels, et puis il fait venir des scientifiques, enfin, voilà, il abandonne évidemment tout son pouvoir politique, mais il va s'installer aux États-Unis, qui était son rêve en fait. Donc voilà, c'est amusant de voir sa correspondance et ses écrits là-dessus. Et évidemment, les Anglais vont l'intercepter et vont l'empêcher d'aller aux États-Unis. Je pense qu'ils ont eu raison parce que il était jeune et je pense, enfin, c'est évident qu'il aurait fait quelque chose s'il s'était installé aux États-Unis. Peut-être qu'ils se seraient alliés avec les Mexicains. Enfin voilà, on peut imaginer plein de trucs rigolos. Et donc les Anglais ont vu le coup venir et ils ont empêché ça. Par contre, le fameux Joseph, son frère aîné qui était roi d'Espagne, lui, il y est allé aux États-Unis. Et il est resté 30 ans, hein, c'est rigolo. Il s'est installé dans le New Jersey, là je vous montre où ici, là, à la limite avec la Pennsylvanie, ici. Et donc il s'était fait construire une belle maison. Il était venu avec tout ce qu'il fallait pour s'installer. Et voilà, et c'est assez rigolo. Donc il y a même un livre là-dessus sur cette histoire de ce roi qui est venu s'installer dans le New Jersey. Alors cette maison n'existe plus, il y a un parc un peu désolé. Enfin, c'est rigolo, ces Américains qui ont quand même du mal avec le concept de patrimoine. Voilà, enfin bon, ah non, j'ai dit 30 ans, c'est 23 ans. Donc il est resté 23 ans là quand même. Hein. Et bon, voilà, tout le monde savait qui c'était, tout le monde venait, enfin voilà, c'était marrant. Et alors c'était d'ailleurs pas le seul à s'installer au lendemain de la défaite de Waterloo. Il y a plein de bonapartistes qui sont venus, hein, comme un petit peu les émigrés qu'on a vus tout à l'heure à partir de 1790. Et donc, vous avez plein de grands noms qui ont suivi. Donc imaginez si Napoléon avait réussi, il y avait Napoléon, son frère, tous ses généraux, hein, ils auraient été aux États-Unis. Donc ils auraient forcément fait quelque chose. Voilà, donc là, je vous laisse regarder rapidement, mais donc vous avez vraiment ces plus proches qui sont installés aux États-Unis, et notamment, bon, alors, un toponyme rigolo, le comté de Marengo, donc, qui existe toujours, hein, par exemple. Voilà. Bon. Alors voilà, c'est un peu la fin, si vous voulez, quand même, de la présence française aux États-Unis, c'est clair, mais enfin, on peut mentionner le retour triomphal de Lafayette, à l'âge de 67 ans, entre 1824 et 1825, vous avez le parcours là qui est montré. Et je l'ai même rencontré là, il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques mois au consulat, au centre culturel de l'ambassade de France à New York. Donc il y a eu des petites commémorations, si vous voulez, du 200e, du 200e anniversaire. 1824-2024 de cette tournée triomphale de Lafayette. Et là, voilà, on s'est rendu il n'y a pas longtemps là, en famille à Havre-de-Grâce. Et vous voyez ce qu'on voit là, c'est moi qui ai pris la photo, là, Lafayette Tour. Donc voilà, vous avez des panneaux qui racontent que Lafayette est venu. Alors Lafayette, c'est lui qui a donné le nom à Havre-de-Grâce. Et donc il est revenu sur ses pas, en fait. Il est revenu, il a reconstitué tout son parcours de la Révolution. Et donc il y a des panneaux qui racontent ça, c'est quand même assez marrant. Voilà. Rapidement, voilà. Après, vous avez la Statue de la Liberté pour les liens entre la France et les États-Unis, les 2 guerres mondiales, évidemment. Voilà. Bon. Alors,
Maintenant, on va regarder cette deuxième partie, si vous voulez, la traduction plus concrète de ces événements historiques absolument incroyables, de ces liens incroyables qui ont existé entre la France et les États-Unis, de cette histoire fantastique, en termes de toponyme, hein, donc, de toponymie. Donc d'abord, on va constater que quand même, on a les 3 Louis, 3 rois français, qui sont mis à l'honneur aux États-Unis, et puis pas n'importe comment, hein, donc avec un État, l'État de la Louisiane, on en a parlé, donc c'est Louis XIV, bien sûr, puisque c'est le nom qui a été donné par Cavelier de la Salle en 1682 à toute cette Nouvelle-France américaine. Vous avez la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, alors là, qui est, c'est juste, voilà, en l'honneur de Saint-Louis, bon. Et puis Louisville, qui est en l'honneur de Louis XVI, et donc Louis XVI étant le roi de France qui a aidé à la Révolution, comme vous savez. Alors c'est marrant, vous avez à Saint-Louis, vous avez la cathédrale Saint-Louis, enfin, vous voyez, donc c'est bien, hein, c'est quand même, voilà, on est bien représenté, si vous voulez. Donc voilà, trois rois français, quand même. Et puis vous avez voilà, tout un tas de personnages de la famille royale, des officiers, des explorateurs, des ambassadeurs, enfin des gouverneurs français qui voilà, ont donné leur nom à tout un tas d'endroits. Alors oui, l'État du Maryland, donc là on est dans les colonies britanniques, donc effectivement c'était Henriette Marie de France. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec les explorations françaises, mais sinon tout le reste. Donc la ville de Nouvelle-Orléans, vous voyez, tout est ici. Dauphin Island, c'est drôle. Le comté Bourbon. Et puis après, tous les personnages, dans le Wisconsin, Marquette. Donc là, vous reconnaissez les noms des explorateurs dont on a parlé. Montcalm, qui était le gouverneur de la Nouvelle-France quand on a tout perdu. Hennepin, hein, qui a découvert les chutes du Niagara. Enfin bref, voilà, on retrouve tous nos noms de famille d'explorateurs avec des comtés, des villes, des rivières, enfin, etc. D'accord ? Donc là, Champlain, bien sûr, le lac Champlain. Voilà, donc là, vous voyez, des villes Marquette, il y en a plein. Hein. Là, j'ai mis, il y en a en Illinois, Kansas, Michigan. Enfin, c'est marrant, quoi, d'avoir les noms de famille des explorateurs dans plein de villes aux États-Unis. OK ? D'autres exemples, vous voyez, Pontchartrain, Joliette, on en a parlé. La Salle, à chaque fois que vous voyez La Salle, c'est Cavelier de la Salle. Hein. Bien sûr, Cadillac, etc. Voilà, Nicolet, dont on a parlé, avec 2 L ou un L, peu importe, etc. OK, c'est marrant. Et puis donc plein de noms qui sont issus des cartes de la cartographie, si vous voulez, française, dont on a vu 2-3 exemples jusqu'à présent. Donc Vermont, voilà, Vermont, c'est comme ça que c'est écrit Vermont, le mont Vert, hein, d'accord. Louisiane, on en a parlé. Alors puis là, vous avez Arkansas, Missouri, Mississippi, Wisconsin, qui sont, comme on l'a dit, des prononciations françaises, des francisations, de vocabulaire Mississippi, bien sûr, indien, hein, d'accord. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est des toponymes français, on en a déjà parlé. Vous avez d'autres exemples ici. Donc l'Iowa, voilà, c'est ça, c'était exploré par les Français, comme on l'a vu tout à l'heure. Michigan, on en a parlé, Illinois, Chicago. Chicago, oui, Chicago, ça vient de, en fait, c'était le fort Chicago. Sur les cartes de l'époque, vous voyez, fort Chicago, qui est à l'emplacement de Chicago aujourd'hui. Hein, c'est marrant, hein. Des moines, évidemment, ça, c'est pas de l'indien, c'est du français, etc. Donc, en gros, voilà, les États des États-Unis qui ont un nom d'origine française lié à l'exploration, parce que là, voilà, lié à l'exploration. Et donc, vous voyez qu'en fait, la plupart d'entre eux, enfin, sauf le Maine d'ailleurs. Le Maine, c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi les Anglais ont appelé le Maine le Maine. Enfin, ça vient de la région française de le Maine, Maine-et-Loire. Mais alors là, peut-être qu'il y avait un lien avec Henriette de France, mais j'ai regardé, je n'ai pas compris. Voilà. Donc en fait, en gros, les 2 seuls vrais États qui ont un nom français à proprement parler, c'est la Louisiane et le Vermont. Et le reste, c'est de l'indien traduit en français. Voilà. Alors, voilà, donc là, il y a toute la Louisiane, on a tout expliqué là, mais on a déjà dit, hein, je passe vite, mais donc là, on reprend les États, donc la Louisiane, Vermont, voilà, donc vous voyez, alors c'est rigolo, les plaques des voitures du Vermont sont vertes, donc les Américains savent très bien que Vermont, ça veut dire le Green Mount, et ça, c'est aucun doute. Hein. D'ailleurs, c'est le nickname, ils ont un surnom, chaque État a un surnom, la Floride, c'est voilà, New York, c'est
le Big Apple, etc. Et donc le Vermont, c'est Green Mountain. Voilà, bon, ok, très bien, sur le Vermont. Alors les grandes villes nommées par les Français, voilà, donc on les a déjà vues, mais Détroit, Baton Rouge, Saint-Louis, Nouvelle-Orléans. Hein, donc c'est rigolo quand même d'imaginer. Alors ça fait un beau parcours d'ailleurs, si un jour vous avez envie de le faire. Vous pouvez le faire en 20 jours à pied sans s'arrêter. Voilà, de Détroit, c'est un beau voyage, je pense. Je ne l'ai pas fait, mais même en voiture. De Détroit à la Nouvelle-Orléans. Hier, on pensait le faire en RV, en Recreational Vehicle. Ça peut être sur les pas des Français de la Nouvelle-France, de Détroit à Nouvelle-Orléans. Pourquoi pas, à voir. Le long du Mississippi. Voilà, alors ces grandes villes, et voilà, Détroit. Alors là, expliquer pourquoi ça s'appelle Détroit. Avec une petite mention rigolote, j'aime bien. Donc en fait, le fondateur de Détroit, c'est notre ami seigneur de Cadillac. Et en fait, ce sont ces armes là. Enfin, là, vous avez son portrait, ses armes. Et en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais les voitures, aujourd'hui, hein, moi j'ai pris la photo il y a 2 mois. Toutes les voitures Cadillac des États-Unis ont les emblèmes de la famille de Cadillac. C'est quand même marrant. Donc là, c'est un toponyme visuel. Et sachant que Chevrolet aussi a été fondé par un Français, hein, d'ailleurs. Donc voilà, là il y a l'histoire un petit peu de ces villes avec les détails. Oui, il s'appelait Louis-Joseph Chevrolet, le fondateur de Chevrolet. Saint-Louis, voilà, pareil, toute l'histoire de Saint-Louis. Alors moi, mon joueur de tennis préféré quand j'étais gamin, c'était Jimmy Connors, et j'étais fasciné de savoir qu'il venait de Saint-Louis. Et son père, et il était d'origine très modeste, son père était le chef du pont qui fait sur le Missouri, qui fait passer les bateaux. Marrant. Ouais, donc voilà, on est à Saint-Louis, là, c'est rigolo, donc là tout est expliqué, bon, très bien. Baton Rouge, ça c'est marrant comme nom, Baton Rouge. Et là, c'est vraiment directement lié en fait, et puis c'est incroyable que ce nom soit resté jusqu'à aujourd'hui. C'est directement lié au premier contact entre les Français et les Indiens, qui délimitaient leur propriété par des bâtons rouges. Alors, est-ce que c'était peint en rouge ou du sang, bon. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, là, il y a une espèce, en bas à droite, vous avez une espèce de monument là, avec un bâton rouge. Donc voilà, pareil, les Américains savent très bien ce que ça veut dire bâton rouge, et ils comprennent. Enfin, ils savent bien que c'est les Français qui ont fondé. Alors, au départ, c'est un mini poste, un petit village, hein, mais voilà. Donc c'est rigolo. La Nouvelle-Orléans, bien sûr, qui est quand même avec la cathédrale Saint-Louis. Voilà. Dont le symbole avec la fleur de lys aussi, ça c'est le symbole de l'État, bon, c'est quand même extra. Hein. Voilà, et puis maintenant on va passer c'est rigolo, il reste plus grand-chose, tous ces noms dans le milieu rural. Voilà, on a parlé des États, on a parlé des grandes villes, voilà, des cartes, la cartographie française, bon, très bien. Et puis alors là, ouais, mais bon, on a du Prairie du Chien, le lac Courteoreille, Grand Blanc, la ville de Grand Blanc. Donc voilà, donc là, Grand Blanc, c'est dans le Michigan, Prairie du Chien, c'est dans le Wisconsin, Butte des Morts, c'est aussi dans le Wisconsin, c'est Calumet, le comté du Calumet. Ouais, donc vous avez ce vocabulaire extraordinaire, très rural, très poétique même, présent partout. Hein. Des forêts, des petites rivières, des lacs, des bourgs, hein, franchement, Grand Blanc, je ne sais pas, il doit y avoir 20 000 habitants, enfin, vous voyez. Et donc, là, on est complètement sorti de Détroit, de Saint-Louis, on est vraiment dans la ruralité. Et vous vous promenez en voiture, et puis tout à coup, vous voyez River, la chute, enfin, voilà, c'est ça, quoi. C'est vraiment très plaisant. Le lac du Flambeau, enfin, etc. Hein, d'accord. Donc là, on est Michigan, Wisconsin, Idaho. Ok, très bien. Voilà, d'autres exemples. Donc là, il y a eu une série de slides avec des exemples de ces toponymies françaises incroyables dans le milieu rural, si vous voulez, en bord de mer, sur les rivières, voilà, Presqu'île, c'est marrant. Avec beaucoup de belles fontaines, belles vues, belles villes. Beaufort, etc. Bel Air, Beauregard, Beaumont. C'est drôle, hein, ouais. Voilà. Alors, avec parfois, d'ailleurs, je me demande comment ils prononcent. Hein. Cache la poudre. Alors, cache, je connais cache, la powder. Bon, on remarque, ouais. Ça va, celui-là, c'est bon. Prairie du Rocher, ouais. Pointe à la Hache.
C'est sympa. Donc voilà. Alors ça, c'est partout. Là, on est dans le Colorado, en Dakota du Sud, en Louisiane, dans l'Illinois. Voilà. Donc la rivière Loup, enfin voilà, c'est vachement Purgatoire River, tiens, ça c'est marrant ça. Et puis encore c'est la dernière, d'autres, voilà, toujours pour illustrer le petit Jean, Malheur. Alors c'est ma préférée, c'est Lac qui parle Lake, parce que là les Américains, je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Un lac qui parle Lake. Grand Marais, roseau. Ah oui, Terrebonne, hein. Il y a plein de trucs avec terre. Terrebonne, oui, terre rouge. Marrant, hein. Et en fait, c'est sans fin, parce que là, tout à l'heure, on me disait « Ah, mais il y a Gros Ventre aussi. » Enfin, oui, c'est ça, moi j'en ai repéré comme ça 500, mais il y en a plus. Hein. D'accord. Donc voilà, tout ça, on peut dire, c'est vraiment, voilà, on a fini avec les toponymes liés franchement à l'exploration par les Français. Maintenant, on a la toponymie qui est liée à l'aide française, on va dire, à l'indépendance. Donc là, on a déjà parlé de Louisville, hein, donc c'est Louis XVI, très bien. Et donc là, c'est les jeunes Américains qui décident voilà, de nommer leur nouvelle ville après le roi français. Super, c'est sympathique. Voilà. Et puis évidemment, alors on peut pas incontournable, les Lafayette, les Fayette. Les Lafayette en un mot, les Lafayette en deux mots. Et puis ça va loin, puisque ça va même jusqu'à Lagrange. Alors pourquoi Lagrange, c'est quoi ce truc ? Lagrange, c'est le nom du château de Lafayette en Seine-et-Marne. Et donc, qui c'était au courant. Hein, et donc, il y a un comté et des villes qui s'appellent Lagrange. Et c'est en l'honneur de Lafayette. C'est marrant, hein ? Voilà, donc là, il y en a partout. Alors là, à New York, il y a la vie, il y a les rues. Enfin, dans n'importe quelle ville, il y a une rue Lafayette. D'ailleurs, il y a un endroit, c'est marrant, c'est pas New York. Dans la banlieue, il y a une rue Lafayette qui croise une rue Washington. Enfin bon, c'est marrant. Donc voilà, donc ça c'est rigolo, vraiment cette présence française permanente. Enfin voilà, là franchement, là j'ai pas compté, c'est pas possible. Il y en a des milliers quoi, hein, des Lafayette, avec des orthographes différentes. Alors Lafayette, voilà, Havre de Grâce, c'est mignon, cette petite bourgade au bord de mer où Lafayette est venu. Et il aurait dit « Ah, ça ressemble au Havre de Grâce ». Il était normand, il venait de Normandie, il venait du Havre, alors, ce qui s'appelait le Havre de Grâce avant la Révolution, et les révolutionnaires ayant retiré de Grâce, bien sûr. Et donc, voilà, alors, il y a une statue là, qui rappelle, ils ont écrit en français, on ne le voit pas, mais en bas, sur la plaque, il a dit « Ah, c'est le Havre de Grâce ». Enfin, c'est marrant. Et ben, c'est resté, hein, c'est le nom de, comme vous voyez, là, c'est le nom de la ville, hein, c'est rigolo. Voilà. Et puis alors maintenant, post-révolution, donc on a plein de trucs vous voyez, sur Napoléon, tous ces gens-là. Donc là, on rentre dans le 19e, si vous voulez. Et on va passer très vite, hein, vous en faites pas. Mais et voilà, donc il y a cette toponymie qu'on a vue, alors, de la francisation d'Indiens, l'exploration, machin, très bien. Et puis on a quand même toute cette toponymie de l'aide à la Révolution. Et puis plein de trucs qui remontent au 19e, en fait. Avec plein d'explorateurs. Il y avait plein d'explorateurs aussi au 19e. Des Français, donc Pierre Chouteau, Joseph Junot, etc., qui vont laisser leur nom à des capitales quand même. Hein, donc bon, enfin voilà, donc on va regarder ça rapidement. Donc évidemment, alors Napoléon, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, comme vous pouvez voir là. Donc il y a même une ville. Hein. Nous, on n'a pas de ville qui s'appelle Napoléon en France. Hein. Et donc voilà, vous avez une town of Bonaparte aussi. Il y a un lac Bonaparte. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a même à New York, il y a une ville qui s'appelle Masséna, enfin bon, etc. Vous voyez. Donc il y a plein de choses sur cette époque française napoléonienne, c'est assez rigolo. Hein. Et puis alors, les explorateurs français, voilà, donc Pierre Chouteau va donner son nom à un comté dans le Montana et surtout à la capitale du Dakota du Sud. Hein. Je ne sais pas si vous saviez hein, d'où venait, pourquoi est-ce que la capitale du Dakota du Sud est Pierre. Ben voilà. Alors c'est marrant, là, les détails ne sont pas mis là, mais c'est rigolo de voir comment le nom a réussi à émerger et comment le gars a réussi à s'imposer. Alors en fait, il y avait des petits comités. Hein, au départ, ils sont une centaine, hein, en gros. Quoi. Ils cherchent de l'or et puis ils s'établissent, puis ils créent la ville et puis ils font les papiers. Et puis on s'appelle comment ? Alors ils se regardent tous. Bon. Et puis alors je crois que en gros Pierre Chouteau, il a payé une bière à tout le monde et tout le monde a voté pour lui, quoi. En gros, c'était ça, quoi.
C'est marrant. Hein. Ah oui, non, c'est l'inverse. C'est Junot qui a corrompu tout le monde. Enfin, vous voyez. Bon, enfin bon, et la vie de ces gens-là, c'était incroyable. Des chercheurs d'or, des trucs... bon. C'est vraiment le Grand Ouest. Frémont, alors bon, voilà. Il y a plein de villes qui s'appellent Frémont, d'ailleurs. C'est assez marrant. Et donc, l'origine Tesla était à Frémont. Mais comme vous le savez, Elon Musk a quitté la Californie pour s'installer au Texas. Parce qu'il était bleu, il est devenu rouge. Voilà, Frémont. Il y a aussi un gars, la Fort de Russie, là, qui a laissé son nom à plein de trucs, mais bon, on va passer rapidement. C'était un ingénieur qui a construit plein de trucs, c'est rigolo. Et puis voilà, un certain Benjamin de Bonneville. Donc là, c'est les fameux maires de Selles, où il y a des courses. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, mais voilà, c'est lui qui a exploré ça, voilà, au 19e, marrant. Et il a laissé son nom. Et pareil, on a Henri Castro, qui a laissé son nom à une ville marrante au Texas. Voilà. Il y avait plein de Français à un moment là-dedans, c'était rigolo. Il a monté une colonie, en fait. Pareil, dans le Colorado, le mont Erard. Bon, très bien. Donc, Jean-François. Et, quand même, hein, c'est la montagne entière, son nom, c'est pas mal. Et puis, voilà, l'université Notre-Dame-du-Lac. Alors, Notre-Dame, c'est Notre-Dame-du-Lac, le vrai nom. Hein. Et, donc, ça, c'est la plus grande université catholique des États-Unis, très, très connue aux États-Unis, et donc fondée par un Français, par Édouard Saurin, comme vous voyez. Ouais, c'est rigolo. Et c'est rigolo de lire il décrit comment, où s'installer, machin. Il parle d'étendue Notre-Dame-du-Lac, bon, couverte par la neige. Enfin, c'est marrant. Et puis on finit avec ça. Vous avez donc, on l'a vu en toute introduction, mais voilà, vous avez plein de villes américaines qui ont décidé de prendre le nom de ville française. Et alors là, on ne sait pas pourquoi. Franchement, c'est vraiment juste un hommage. Mais alors, c'est pas du tout qu'il y avait un gars de Versailles qui habitait dans le Wisconsin et qui a dit évidemment, on va appeler cette ville Versailles. C'est drôle, hein, vous allez sur le site internet de Versailles, de la ville, enfin la mairie, ils vous disent oui, Versailles de France et tout, mais il n'y a aucune explication de mais quand, pourquoi. Bon, voilà. Donc là, c'est un mystère. Enfin, c'est un mystère. En fait, voilà, ils sont amusés, on va dire, à prendre des noms de villes. Donc la capitale, quand même, la capitale du Vermont, c'est Montpellier. Bon, ils ont oublié un L, mais c'est quand même Montpellier. Donc là, vous avez le nom de l'État et la capitale qui sont français, dans le Vermont, c'est marrant. Donc évidemment, vous saviez qu'il y avait plusieurs Paris, il y en a pas mal, hein, il y en a une vingtaine. Hein. Et Paris aux États-Unis, il y a 20 Paris. Le Havre de Grâce, il y a Havre tout court aussi. Voilà. Il y a plein de villes. Hein. Je pense que toutes les villes que vous aimez, vous la trouvez aux États-Unis, en fait. Hein, vous avez même je vous ai mis la rue principale de Toulon, dans l'Illinois. Hein, bon. Voilà. Et puis ça, c'est la dernière en fait. C'est assez marrant. Et ça, c'était pareil, c'était fait exprès. Enfin, je veux dire, ils savaient ce qu'ils faisaient. En fait, quand ils créaient des villes, ils aimaient bien mettre un suffixe. Donc Georgetown. Alors voilà, ça c'est le suffixe anglais. Donc c'est la ville de George. Et puis ils ont choisi Burg aussi. Ça c'est plus allemand. Et puis, ils ont choisi ville, et ça, c'est français. Donc voilà, donc vous avez plein de villes, enfin de bourgs, qui ont un nom et qui finissent par ville. Et ça, c'est un gros clin d'œil à la France, hein, c'était fait exprès. Voilà, donc je vous donne quelques exemples que vous connaissez, hein, Nashville, enfin, etc. Mais, et donc, c'est marrant quand même de se promener aux États-Unis, puis on voit machin, ville. Bon. Et il y a même un Frenchville, dans le voilà, donc... ah oui, alors des connexions éloignées. Delaware, quand même, ça c'est marrant. Delaware, c'est pas donc c'était un Anglais en fait qui était le baron de Delaware et Ware, il était normand, décidément, hein, il y avait plein de Normands. Hein. Et Delaware, en fait, les Normands ne prononçaient les lettres GU qui étaient prononcées G à Paris, ils les prononçaient W. Donc Guillaume, c'était William. Et la guerre, c'était la Ware. Et donc Delaware, ça veut dire de la guerre. Donc la rivière Delaware et l'état du Delaware, c'est du français prononcé à la normande. C'est marrant quand même. Oregon, certains disent, en fait, c'est ce que vous trouvez sur Internet, que Oregon vient du français ouragan. Bon, bon. Le Maine, on a dit qu'on ne savait pas trop d'où ça venait. Mais enfin, c'est français, ça c'est sûr. Là, ils le disent, hein, c'est que c'est français, mais on ne sait pas pourquoi.
Et puis, ouais, la Little Rock, l'Arkansas, c'est appelé pendant 100 ans, de 1720 à 1820, la Petite Roche en français. Et puis en 1820, ils l'ont traduit en anglais. Donc celui-là, on peut dire que c'est quand même très proche du français. Et voilà, comme disent les Américains, on finit avec ça sur cette présentation. Alors, un grand merci pour cette conférence extraordinairement passionnante et incroyablement frustrante aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais il y a beaucoup de slides, on aurait aimé passer 10 minutes, en fait, hein, pour bien comprendre, pour bien regarder, pour en discuter. D'où ma question, est-ce qu'avec ce matériau extraordinaire que vous avez, vous comptez faire un livre qui permettrait justement un beau livre d'ailleurs, parce qu'il y a de très belles photos, de passer un peu plus de temps, d'y revenir, vous voyez ce que je veux dire C'est un projet ? Bah déjà, on pourrait l'imprimer juste comme ça, c'est déjà pas mal, mais oui. En fait, on a regardé, il n'existe pas d'ouvrage. Quand on a fait avec France Amérique la série de 12 articles, on a des copies si vous voulez, on a quand même regardé pour ne pas refaire ce qui existait. Et donc on avait vérifié s'il y avait déjà eu des écrits en anglais ou en français sur le sujet. Et en fait, jamais personne n'a écrit sur ça. Et donc on s'est bien amusé, on a choisi les 12 les plus emblématiques, là, qui étaient bien entendu inclus dans la présentation de ce soir. Et donc donc en fait, il n'y a rien du tout. Donc on pourrait faire un petit ouvrage, peut-être en anglais-français, sur le sujet, ce serait marrant. Ouais. Mais bon. Ouais. Alors, on vous retrouvera quand vous l'aurez fini, vous viendrez signer, vous n'oublierez pas. Alors, des questions, mesdames, messieurs? Oui, bonsoir monsieur. Pour dire l'origine du nom, la toponyme française du FBI, c'est d'origine française. Et la Cour suprême, c'est toujours US Supreme Court. Oui. Regardez en français. Merci. Oui. Bah, c'est ça, oui. FBI, c'est Federal Bureau of Investigation. Alors, c'est de l'anglais, mais en fait, c'est que des mots français, effectivement. Oui. En fait, la langue anglaise c'était le sujet est fourmi de mots français. Quand vous dites table, vous dites table. Hein, bon. Et voilà. Donc, bureau, c'est pas réservé au FBI. Vous avez plein d'administrations qui s'appellent bureau. Enfin, c'est un mot tout à fait normal en anglais, si vous voulez, mais évidemment, c'est du français, quoi. Et oui, Cour suprême, Supreme Court, ouais, c'est vrai. On comprend. Ouais. Vous pouvez expliquer dans l'image populaire, on regarde complètement l'image de Lafayette, qui a été anglais, etc. Et pas du tout ce que vous avez évoqué, qui n'est pas connu en France, à mon avis, tentative de reconquête de Louisiane par Napoléon. Alors, même qu'il y ait des vieux de Napoléon, alors que Napoléon était en guerre avec. On aurait bien aimé. C'est ça. Alors effectivement, c'est vrai que j'étais obligé de passer un peu vite sur chaque page, mais sur la page où on parle de ce sujet, j'ai mis la couverture d'un livre qui s'appelle Our Oldest Enemy. Et donc vous avez quand même une frange d'intellectuels américains qui ont bien reconnu que la France était l'ennemi le pire, le plus ancien en tout cas, des États-Unis. Mais voilà, ce n'est pas l'image prédominante. Pour les Américains, la France a aidé à la Révolution, et ça c'est vrai. Sans la France, ils n'auraient jamais réussi, c'est vrai. Et en plus, Napoléon s'est fait avoir et a vendu pour 3 cacahuètes la Louisiane. Voilà, en gros, voilà ce que c'est, quoi. Donc c'est que du positif, c'est bien. Pas d'autres questions? Juste une remarque, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il faut toujours donner l'État avec le nom de la ville. Je suis comme lui. Il y en a 20, des Paris, il y en a 20, même des Burlington. Il faut toujours donner l'État. C'est vrai que c'est marrant ce que vous dites. Oui, nous, on n'est pas du tout habitué à ça, mais donc effectivement, quand votre exemple de Paris est bon. Si vous dites un taxi, emmenez-moi à Paris, vous regardez, où? Moi, j'ai une petite anecdote, c'est drôle. Donc, dans les noms de villes françaises, il y a Chantilly. Et on venait d'arriver en 2004, il y a 20 ans. Et premier gros raout avec mon employeur, où tout le monde vient de tous les États-Unis, organisé à Chantilly, qui est à côté de Washington. J'arrive en avion à Washington et je monte dans le taxi et je lui dis en anglais, je lui dis OK, I'm going to Chantilly. Le mec me regarde. Je lui dis 3 fois et le mec il comprend rien. Et en fait, j'ai dit, ah oui, non, Chantilly. OK. Donc voilà, c'est Chantilly. Donc, c'est normal.
Pas d'autres questions? Alors, on va continuer la discussion et je suis sûr qu'on va vous mettre sur le grill pendant le cocktail qui est là-bas. Et merci, un grand merci à vous. C'était vraiment passionnant. Merci.